Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Passe-moi le BIC, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier. Moi, c'est Paul, et tous les mois, je vais vous emmener dans les coulisses des startups et des entreprises innovantes, à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui vont me raconter leur aventure. Ils partageront avec vous leurs challenges, leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur entreprise. Mon objectif ? Tordre le cou aux préjugés qui planent au-dessus de la Startup Nation et tenter de vous donner les principales clés pour réussir votre projet. Bonne écoute. On ne naît pas entrepreneur, je pense. Ça va être la licorne, si possible. Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul. Dans le fond de ma tête, l'objectif c'était 1 million d'euros. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Passe-moi le BIC. Dans les coulisses des startups. Monter sa startup tout seul, c'est tout simplement impossible. Pour se développer, évoluer et se transformer, il paraît incontournable de s'associer avec d'autres personnes pour travailler en équipe. Être plusieurs permet d'échanger les idées, de les confronter, de découvrir et de s'inspirer. Mais comment bien choisir ses futurs partenaires ? C'est justement le sujet de ce nouvel épisode du podcast Passe-moi le BIC. Alors pour aborder cette question, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Namrata et Guillaume, les cofondateurs de Onaos. Et en seconde partie d'épisode, j'échangerai avec Nassim et Zach qui travaillent ensemble dans la startup Winner. À travers leurs aventures entrepreneuriales, nous tenterons de mieux comprendre comment se construit la relation entre les associés en partant du point de départ, c'est-à-dire comment trouver la bonne personne. Nous parlerons de compétences, de feeling, de synergie, d'équilibre, de répartition des tâches et de pacte d'associés. Je vous retrouve en fin d'épisode pour faire le point sur cette question avec Bérangère qui est chargée d'affaires au BIC de Montpellier Méditerranée Métropole. Je m'appelle Guillaume Mayoral et je suis président et cofondateur de la société Onaos. Avant de mener à temps plein cette vie d'entrepreneur, j'étais pendant 10 ans médecin biologiste dans un laboratoire et c'est ces 10 années d'exercice finalement aux côtés des médecins prescripteurs, qu'ils soient des médecins généralistes ou des médecins spécialistes, qui m'ont convaincu qu'il y avait quelque chose à jouer autour d'améliorer l'exercice de la médecine par les techniques innovantes de l'intelligence artificielle. Moi, ce qui m'intéressait, c'était fonctionnellement de répondre à une problématique qui était médicale. Après, il fallait effectivement trouver des compétences complémentaires, techniques, qui allait pouvoir répondre à ce besoin. Donc la première difficulté, c'était déjà de s'associer avec quelqu'un qui a la compétence nécessaire et complémentaire. C'est comme ça que j'en suis arrivé à frapper aux portes de différents laboratoires de recherche à Montpellier. Donc ça nous a permis déjà d'être hébergés dans le laboratoire de recherche dans lequel j'avais déjà amorcé les contacts, puisqu'ils avaient un programme d'accompagnement pour les jeunes startups. À peu près 6 mois après notre association, mon associé, la mort dans l'âme, me dit: je suis vraiment confus, désolé, mais j'ai une offre d'emploi en région parisienne pour avoir la direction technique d'un grand groupe. Et donc, voilà, on s'est quitté d'un commun accord. Mais pour moi, c'était retour à la case départ parce que les choses avaient bien avancé en 6 mois, mais il fallait retrouver à nouveau le profil complémentaire. Heureusement, cet associé qui est parti, lui-même avait des collègues de promotion avec qui il avait étudié, et notamment une collègue, donc Namrata Patel. Je m'appelle Namrata Patel et je suis cofondatrice d'Onaos. Mon parcours en intelligence artificielle, il démarre en Inde. J'étais dans une école où on étudie en français. Du coup, j'ai eu l'occasion de poursuivre mes études en master en France. Donc, j'ai fait une première année en mathématiques. Et ensuite, je me suis réorientée côté informatique pour faire de l'intelligence artificielle. J'ai travaillé dans un centre privé de recherche pour notamment améliorer, on va dire, des services de chatbot et compagnie avec l'intelligence artificielle. Et en fait, au bout des 3 ans, je me sentais vraiment
pas si épanouie avec ces chatbots pour, par exemple, des grosses sociétés de luxe. J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui avait un sens. J'avais quand même peur pour l'entrepreneuriat. J'étais pas sûre de vouloir entreprendre toute seule. J'ai un vrai background de recherche, mais alors derrière, tout ce qui est commercial, tout ce qui est management, j'avais pas vraiment de l'expérience et j'étais pas sûre d'avoir la confiance de tout mener toute seule. Et en fait, et après, écoutez, j'ai vu Guillaume, on a discuté, et puis le sujet était tellement intéressant que ça m'a donné la motivation à aller à l'aventure. Donc la première des choses, ça a été de lui exprimer encore une fois ma vision, qui semblait assez simple. Encore une fois, comment améliorer la pratique des médecins avec les techniques d'intelligence artificielle. Et sur des sujets bien précis, c'était donc les données biologiques, comment améliorer la prescription et l'interprétation des résultats biologiques. Et pour les laboratoires, cette problématique de transcodage de leur catalogue d'examen. Là encore, c'était des thèmes qu'elle connaissait, puisqu'elle c'était une spécialiste du traitement automatique du langage naturel. Donc on a une partie, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais de fouille de dossiers patients informatisés. Donc ça, c'était des choses qui lui parlaient fondamentalement. On avait des compétences qui étaient complémentaires, mais chacun indispensable au bon avancement du projet, au bon avancement de la société. Donc il n'y avait pas de raison pour que cette association soit pas équitable au démarrage. Donc ça aussi, ça a fait partie des critères importants pour moi à exposer à mon associé. Donc le projet, la mission, la vision à court, moyen et long terme, et puis aussi échanger au-delà de nos spécificités de professionnels, échanger, on va dire sur une dimension un peu plus humaine, autour des valeurs qu'on partage. On est à peu près de la même génération, à quelques années près. Mais là-dessus, il n'y a pas eu de problème. On s'est retrouvés c'est aussi une rencontre de deux personnalités qui se correspondent. Voilà, au-delà des compétences professionnelles. Guillaume, c'est quelqu'un qui est très expressif, qui arrive à bien exprimer ses volontés, ses objectifs, ses missions. Et il m'a tout de suite emballé avec cette idée de unir nos compétences pour aller au service des médecins. À l'époque, concrètement, il s'agissait de l'encadrement d'un stagiaire. Et c'est comme ça qu'on s'est laissé la possibilité pendant 6 mois de découvrir comment est-ce qu'on travaille ensemble, est-ce que nos sujets matchent réellement ensemble. Et en fait, ce stage, c'était vraiment magique parce que c'était l'occasion pour nous non seulement de travailler ensemble, mais aussi de concourir. Il y avait un concours national, il y avait un challenge. On a participé et on a réalisé un produit dont aujourd'hui on est très fiers. Donc ça, c'était une histoire concrète, une rencontre qui a duré 6 mois, mais qui a produit vraiment, on va dire, le premier produit Onaos fait uniquement par Guillaume et moi. Une des valeurs principales, moi, en tant que chercheuse, je veux pas lâcher la recherche, même si je me lance dans l'entrepreneuriat. De pouvoir faire la recherche dans ma propre société, de pouvoir la voir aboutir dans un vrai produit et aider l'industrie grâce à ce produit, ça c'est quelque chose qui, finalement, j'ai découvert, c'est quelque chose qui nous motive tous les deux, Guillaume et moi, à la même intensité. Pour nous, c'était une évidence que la partie recherche et le financement de la recherche, ça devait être dès le départ une composante forte de l'identité de notre société et quelque chose qui doit être maintenu dans le temps. Dans les valeurs aussi, ça va être accompagner les jeunes vers leur propre premier emploi. C'est pour ça qu'on a très vite des contrats d'apprentissage, notamment avec les universités de Montpellier, ou que ce soit aussi avec des écoles du digital à Montpellier. Donc finalement, c'est accompagner ces jeunes vers le monde de l'entreprise. La médecine et l'intelligence artificielle, c'est 2 domaines très très différents. Et quand on conçoit des algorithmes d'intelligence artificielle, on est très clair de ce qu'on veut. Si on définit la problématique, on sait quel algorithme choisir pour en avoir une solution. Et donc, la première étape, c'est évidemment de définir le besoin du médecin parfaitement. Et ça, c'est une question que j'ai vraiment beaucoup ruminée. J'ai pas eu l'occasion de la tester lors de ma thèse, mais c'était une question qui est restée. Et donc, en quelque sorte, l'IA, aujourd'hui, elle implémente non seulement des technologies d'IA connues, elle implémente aussi des règles définies par Guillaume, conçues par Guillaume,
mais qui sont intégrés réellement dans l'algorithme. C'est pas quelque chose qui greffe après, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'algorithme. Donc c'est comme ça qu'on travaille à Onaos. Quand on a des profils, certes complémentaires, mais quand même assez éloignés. Je veux dire, quand tu as un médecin et une chercheuse en intelligence artificielle, on parle pas le même langage. Pour autant, on a le même projet et la même mission. Ça crée des fois des frictions, surtout au démarrage quand on n'est que deux, parce qu'il n'y a pas de tiers médiateur qui pourrait expliquer à l'autre ce que le premier a mal exprimé. Oui, c'est une des difficultés potentielles, surtout quand on est dans un domaine sur lequel on va appliquer des techniques d'IA et qu'on connaît pas l'IA, donc c'est typiquement le cas de mon cas avec un profil de médecin, on a une sorte de pensée magique où on se dit moi de toute façon j'exprime le besoin, les techniques d'IA c'est extrêmement performant aujourd'hui, ils vont y arriver. Guillaume il est toujours très très expressif, il a toujours les bonnes idées, les bons mots à dire, les bonnes formulations, et moi derrière c'est souvent la structuration des idées, c'est comment mettre en place visuellement. Si Guillaume apporte les mots, c'est moi qui apporte les images, c'est des choses comme ça. Et en fait, on a trouvé une belle complémentarité dans ce genre d'éléments aussi. Les premiers mois d'une association, on est tellement focus dans le projet d'entreprise que les échanges ne tournent qu'autour de ça. Et ça aussi, c'est difficile pour construire la relation. Si on veut une relation à long terme entre associés, encore une fois, je le disais au début, c'est important qu'humainement on soit raccord. Mais on est à un tel niveau de rapidité, d'exigence sur une start-up que ces temps-là, presque on se les accorde pas. On se dit, il faut faire avancer les dossiers. On a quand même pu identifier des zones de confort dans lesquelles nous, on avance plus vite. Et donc, aujourd'hui, par exemple, Guillaume, il avance beaucoup plus dans tout ce qui est communication, l'image de marque Onaos, tout ce qui est vente, tout ce qui est vraiment mise en avant d'Onaos, son message, sa mission. Et moi, c'est tout ce qui est un peu prendre soin du quotidien, réfléchir à comment est-ce que tout va tourner, un peu plus le concret. Donc, Guillaume, c'est un peu le rêveur. Et moi, c'est un peu celle qui va assurer que le rêve pourrait être réalisé. Donc la répartition des différentes tâches dans l'entreprise, bon, naturellement, chacun en fonction de nos profils de compétences, on a la responsabilité, pour moi, de tout ce qui est relation avec les professionnels de santé, expression des besoins et remonter justement ces problématiques à nos équipes techniques. Namrata, elle va driver au jour le jour la recherche, le développement, donc les développeurs informatiques, les jeunes chercheurs qui sont chez nous, les relations aussi avec les laboratoires de recherche, parce que on peut pas dans notre domaine, on peut pas exister sans la recherche, parce qu'ils sont vraiment très ces laboratoires sont là très en amont dans les technologies, et on les implémente aussi nous. Et après il y a les tâches plus transverses, comptables, RH. Là ça a été des choix assez précoces entre Namrata et moi. On pouvait pas tout gérer, donc ça on l'a externalisé. Donc on travaille avec des cabinets spécialisés, cabinets comptables, cabinets juridiques et cabinets RH. Il reste encore, et c'est important dans une start-up, la partie commerciale. Là encore, d'un commun accord, c'est moi qui la gère, parce que nous on vend nos produits à des professionnels de santé, et c'est plus facile de vendre des produits à des médecins quand toi-même t'es médecin. Donc ça s'est fait assez naturellement. Donc voilà, externaliser toutes ces tâches transverses, et puis rester sur le cœur de métier pour la gestion des autres des tâches techniques. Bon, alors chez nous, la répartition du capital dans la société, ça s'est fait de manière assez simple et naturelle. Encore une fois, on est chacun finalement indispensable à la bonne conduite de la société et du projet qu'elle porte. Donc ça devait être équitable entre nous. Ça, c'est notre volonté de départ, et qui doit aussi s'adapter à la réalité des investissements, en fait, parce que s'il y a un des deux associés qui est en capacité d'investir des sommes plus importantes que l'autre, évidemment
Il faut trouver des parades, parce que si c'est fait en capital, ça va diluer l'autre associé. Donc nous, il a fallu qu'on se rapproche de cabinets spécialisés, comptables et juridiques. Et bon, sans rentrer trop dans la technique, mais un associé qui voudrait apporter plus d'assises financières à la société sans diluer son associé, ça va être ce qu'on appelle apporter en compte courant. Ça peut marcher un temps. Finalement, entre Namrata et moi, sans que ce soit une source de tension, c'est devenu une source de questions quand même, ça. Et c'est pour ça que très vite, des dialogues qu'on a pu avoir avec nos comptables et nos conseils juridiques, il a été question de rédiger un pacte d'associés dans lequel on allait figer cette situation et faire en sorte que personne ne soit lésé dans un sens comme dans l'autre. Donc aujourd'hui, on est dans la réflexion et on va être dans la rédaction de ce pacte d'associés qui intervient finalement dans la première année d'association avec mon associé. Mais pour nous, ça semble maintenant quelque chose de nécessaire à mettre en œuvre. Donc le pacte d'associés, en fait, c'est quelque chose que je voulais établir parce que pour moi, prendre une décision qui est difficile, c'est beaucoup plus facile à la prendre lorsque on est bien, lorsqu'on se sent bien, plutôt que lorsqu'on est déjà en période de crise. On sait déjà le pire qui pourrait arriver, on a déjà réfléchi de façon calme et heureuse de comment on va pouvoir attaquer à cette problématique. Et ça me rassure beaucoup. C'est vraiment la seule raison de l'initiative du pacte d'associés. J'aimerais être accompagnée par des professionnels qui savent justement quelles sont les bonnes choses à mettre dans le pacte. Le juriste, il permet de sécuriser justement la problématique pour nous. On est plus rassuré de la solution qu'on a trouvée parce qu'on sait que derrière, un professionnel nous l'a validé. Nos investissements peuvent être financiers ou en termes de temps et de travail. Et comment être sûr que c'est bien équilibré? C'est ce genre de questions que j'aimerais répondre de façon plus concrète. Au niveau du capital, c'est équitable, mais au niveau de l'investissement en fonds propres, c'est pas du tout pareil. Et justement, c'est ça le premier point d'alerte pour moi. C'est pas du tout pareil pour des raisons historiques. Moi, quand je me suis lancée dans Onaos, Guillaume avait déjà le projet d'Onaos, il l'avait déjà créé depuis 2 ans, donc il s'était déjà investi beaucoup plus, autant au niveau du temps et au niveau de l'investissement financier. Et quand je suis arrivée, j'ai pas apporté le même investissement. Et c'est ça que j'aimerais verrouiller justement avec ce pacte pour que les choses restent équitables, réellement. Donc les éléments importants du pacte, encore une fois, ça va être au moins qu'on fasse la photographie de la situation au démarrage de la société et si dans les premiers mois, encore une fois, il y a eu des apports d'un des associés par rapport à un autre, ça encore, il faut que ce soit notifié et il faut, mais là je peux pas répondre parce que j'ai pas la compétence juridique et comptable, mais justement il faut trouver les moyens de rééquilibrer dans ce pacte d'associés. Donc ça peut être des dividendes prioritaires pour celui qui aura apporté plus en compte courant, ça peut être des clauses de relution, c'est beaucoup de termes qui parlent pas forcément mais qui sont des moyens, des outils pour faire en sorte que la relation soit toujours équilibrée entre les associés et saine. Alors l'arrivée de mon associé, ce que ça a changé dans Onaos, très simplement, tout. Non, beaucoup de choses. L'un des premiers critères sur lesquels sont évaluées les jeunes sociétés, les startups, notamment dans les incubateurs, c'est l'équipe fondatrice. Et il faut qu'il y ait une équipe qui soit complémentaire et qui maîtrise toutes les compétences nécessaires à la bonne gestion du projet d'entreprise. Dans mon parcours d'entrepreneur, au tout début, je pensais qu'on pouvait, avec ce qu'on appelle des SS2I, ces sociétés de développement informatique, à partir du moment où on avait une problématique métier, qui pour moi était une problématique médicale, on l'exprimait à une société de développement, elle développait un produit et on pouvait vendre un produit. Ça marche pas comme ça, une entreprise. Il faut justement connaître la technique qui va permettre de répondre à la problématique qu'on adresse, maîtriser les compétences en interne. Et c'est pour ça que je me suis au début cassé les dents auprès
des incubateurs parce qu'ils disaient votre projet est bon, votre idée est bonne, votre marché est là, le modèle économique est bon. Par contre, vous n'avez pas d'équipe fondatrice et vous ne pouvez pas sous-traiter. Ça change aussi des choses dans la manière de gérer, parce qu'on n'est plus tout seul. Quand on a une idée au départ et qu'on la partage et qu'il y a quelqu'un qui nous aide à mener ce projet, c'est quand même beaucoup plus facile à vivre. Puis surtout, on est complémentaires. Pas seulement parce qu'il y a un médecin, pas seulement parce qu'il y a une chercheuse en IA, mais parce qu'il y a quelqu'un moi qui va avoir tendance à être enthousiaste, à vouloir pousser les idées, à vouloir écouter les clients, à vouloir écouter les médecins et à vouloir mener beaucoup de choses de front. Et si on n'a pas une rigueur associée à ça, ça marche pas forcément. Et moi, mon associée, comme elle vient du domaine de la recherche, elle m'a apporté aussi cette rigueur, savoir planifier les différents projets, faire en sorte que en prioriser certains et pas d'autres. Donc on voit aussi que les profils de complémentarité, ils sont aussi sur la manière de gérer une entreprise. Je pense que c'est important qu'il y ait ces deux typologies de personnes. Vous l'avez bien compris, si la complémentarité a une grande importance dans le couple d'associés, ce n'est pas le seul dénominateur à prendre en compte. L'association en start-up est aussi et surtout une histoire de rencontre entre deux personnes qui partagent des valeurs communes. Et vous allez vraiment vous en rendre compte en écoutant l'histoire de Nassim et Zach dans le cadre de leur association autour de la start-up Winner. Je m'appelle Nassim Nini, je suis le CEO et cofondateur de Winner.gg. Moi, j'ai fait un bac scientifique pour rentrer ensuite dans une école de commerce. J'étais attiré par l'international et par l'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai effectué un diplôme d'étudiant entrepreneur. Et ensuite, je me suis lancé sur Winner.gg. Je m'appelle Zakaria Djedou. Comme Nassim, en fait, j'ai un bac scientifique. Après, j'ai fait un parcours assez classique. Moi, j'avais fait une licence en maths informatique qui aboutit sur une autre licence aussi en informatique. Et après, je me suis inscrit dans un master international. Mais j'étais passionné depuis tout petit du développement, de l'ingénierie. Pendant mon cursus, j'avais des possibilités aussi. Je suis parti à l'étranger. En même temps aussi, je cherchais un parcours d'entrepreneur. Je bidouillais un peu sur mes projets. J'avais des projets d'entrepreneur, mais voilà, c'était jamais concret parce que voilà, j'étais salarié. Et après un moment, j'ai rencontré Nassim et là, on a pu discuter et lancer quelques projets ensemble en fait, notamment Winner.gg. On avait décidé de monter un premier projet avec un collègue que j'avais rencontré lors d'une expérience en start-up. C'était une start-up de performance digitale. C'était des anciens de Google. Et Zach, il avait complètement adhéré au concept. Il était chaud pour nous aider pendant son temps libre gratuitement. Et à un moment, on m'a dit, moi j'ai dit, attends, si Zach il est intéressé, je vais aller le rencontrer. En fait, quand j'ai vu que moi et mon collègue, quand on a vu que Zach s'investissait à fond et qu'il nous demandait pas d'argent, en fait, c'est cette mentalité qu'on veut. Et c'est ça vraiment que j'ai bien aimé chez Zach. Nassim, il est pas venu en mode j'ai une idée, j'ai besoin de quelqu'un qui sait la faire et à la fin en fait il y a pas de reconnaissance. Et ça aussi, moi j'ai un problème justement avec la reconnaissance, c'est que quand j'étais salarié, j'avais un problème de reconnaissance, on faisait bien notre travail, mais la reconnaissance elle existait jamais en fait. Quand je suis allé voir Zach, moi j'étais pas dans l'optique c'est mon projet, je cherche des gens pour le développer. C'était je cherche une équipe, je veux qu'on crée une aventure ensemble et que ça soit vraiment du partage. On a un truc, d'abord faut qu'on partage déjà nos valeurs, faut qu'on partage les mêmes objectifs, notre vision des choses, nos responsabilités. Plus qu'un projet, en fait, nous on voulait, en tout cas moi, je voulais construire une équipe. Parce qu'une équipe, quand t'as une équipe solide, ton projet il marche pas, c'est pas grave. Tu peux changer de projet. Et c'est des gens avec qui en qui tu vas faire confiance. Et le projet change, c'est pas grave, t'en auras un autre. Le projet change, c'est pas grave, t'en auras un autre, et ainsi de suite. Moi, je suis un gamer depuis l'âge de 5 ans et c'est vrai. Et le gaming, en fait, il fait partie de ma vie. Et j'avais tout le temps l'idée de faire une application, un projet qui a un rapport avec le gaming. Quand j'ai rencontré Nassim, justement, et on parlait que de jeu. Comme l'idée qu'il avait, c'était par rapport aux jeux vidéo, moi, je me suis dit, j'ai arrêté mes projets. J'avais 2 projets, je les ai arrêtés. 2 applis que j'ai arrêtés juste pour se lancer sur ce projet-là, en fait.
c'est le fait d'être plusieurs, de partager, d'échanger, qui va me motiver. Après, que ça soit des commerciaux, des devs, etc. Alors bien sûr, vu qu'il y avait un côté tech, c'était évident qu'il fallait des personnes tech. Et donc en fait pour moi, l'idée de s'associer, elle était évidente. Un projet, on parle, ouais, une idée c'est bien, une idée ça peut être personnel, mais une entreprise, il y a un site à gérer, il y a du marketing, il y a du commercial. Et quand vous voyez, ne serait-ce que pour faire fonctionner un supermarché, c'est le nombre de personnes qu'il faut, ou même une petite épicerie, le nombre de personnes qu'il faut, c'est énorme. Alors pour un projet start-up en plus, tout seul, impossible. À deux, on trouve qu'on n'est pas beaucoup déjà, et on est vraiment solo. Nous, on aimerait bien avoir au moins 3 personnes, 4 personnes, on va dire fondateurs qui peuvent aider en fait. Déjà, on est assez complémentaires, Nassim et moi. Lui, c'est vrai il a fait du commercial, marketing, beaucoup plus marketing, mais il a quand même des connaissances tech parce qu'il a travaillé dans une boîte tech. Et après, on s'est lancé la répartition. Techniquement, moi, je m'occupe de la partie technique et on essaie de partager le maximum par rapport aussi au niveau de compétences de chacun. Si Nas il est bon en communication avec la communauté, c'est lui qui va s'en occuper. Moi, si je suis plus bon sur la partie technique où on a des features à sortir, des fonctionnalités, je m'y mets dedans. Voilà quoi. On essaye de s'écouter beaucoup, et c'est ça en fait où on voit l'importance d'une équipe. Faut vraiment apprendre à s'écouter. On est dans le même bateau. Moi, typiquement, moi c'est ça. C'est par exemple si je sais que Zach il adore les pizzas, moi je vais le laisser prendre des pizzas et je vais pas avoir ma part de pizza. Mais on fait ça au niveau du taf. Concrètement, un exemple concret, là. En ce moment, en fait, moi, je suis un peu solo par rapport à une grosse partie technique que je suis en train de faire. J'ai un peu délaissé le produit. Nassim, justement, il a pris un peu le relais sur ça. C'est lui qui fait la partie produit en attendant que je me libère un peu pour la reprendre. Et vice versa. Hein. C'est comme ça, en fait, qu'on fait. Après, on est assez flexible. Si Nassim il a un besoin au niveau marketing, moi j'arrive. Si moi j'ai un besoin au niveau produit, je l'appelle. On essaye vraiment de s'organiser. L'essentiel pour nous, c'est juste de optimiser les compétences de chacun, en fait. C'était pas vraiment formalisé, mais à un moment, en fait, on se rend compte que si Zach il met 2 heures pour écrire un blog, et alors que moi je peux le faire en 10 minutes, et que lui en 10 minutes tu peux sortir une fonctionnalité, alors que moi ça me prendrait 2 jours, voire plus. À un moment, en fait, on n'est pas bête, hein. On va essayer d'optimiser au maximum les fonctions, les responsabilités. Moi, je crois qu'on avait fait un truc, c'est que la responsabilité tech, c'est Zach. Donc s'il fait une connerie, c'est lui qui assume les conséquences. Et c'est lui qui a le dernier mot. Et moi, sur le marketing business, on va dire la communauté, c'est moi qui assume les conséquences. Si je fais une bêtise, c'est moi qui vais payer. Mais par contre, c'est moi qui ai le dernier mot. Par expérience, la mienne et des gens autour de moi, j'ai vu l'importance d'un pacte d'associés avec des projets qui se finissent en procès, des projets qui se finissent pas. Et c'est vrai qu'on m'avait bien conseillé de faire un pacte d'associés. Et l'avantage d'un pacte, c'est que vous allez poser toutes les cartes sur table avec vos associés. Et dire, voilà, dans telles conditions, c'est comme ça, dans telles conditions, c'est comme ça. Et ce qui fait que tout le monde part de base avec les bonnes conditions. Il n'y a pas de « ouais, mais je pensais »,« ouais, mais non, je savais pas ». Tout est écrit. Quand c'est écrit, si vous ne l'avez pas lu, c'est votre faute. Ça évite les conflits, en fait. Même si un jour il y a un conflit majeur, il y a le pacte d'associés qui est un témoin pour régler ce genre de situation. Et par contre, il faut juste que les associés, on va dire, n'ont pas de la mauvaise foi. Genre si le pacte d'associés, voilà, c'est écrit, ça veut dire on s'est mis d'accord par rapport aux règles, tout simplement. Pour moi, le pacte d'associés, il vient en étape 2. La première étape, c'est d'abord de se comprendre en fait avec ses associés. C'est quoi ton objectif à 6 mois, 1 an, 5 ans, 15 ans? Tu vois, on sait pas. Est-ce que la personne, elle est prête à s'impliquer? Parce qu'il n'y a pas de start-up qui fonctionne day one. C'est que s'il faut passer 3 mois de plus, t'es prêt? Combien de temps? C'est quoi ton temps max? Quand est-ce que tu vas être en galère? Comment on fait pour solutionner ça? Et en fait, quand tu as déjà parlé avec ton associé, vous avez tout mis sur table, le pacte d'associés va venir pour régler ça, va cadrer. Le plus important, c'est d'être à l'écoute, en fait, et de comprendre. Et sinon, voilà.
Il y en a beaucoup qui parlent de feeling, les entrepreneurs et tout. Il y a eu ce feeling, en fait, avec Nassim qui s'est fait. C'est le bon gars, c'est la bonne personne. Ça serait bien de faire le projet avec lui. C'était pas compliqué dans le sens où, voilà, on partageait les mêmes choses, on se comprenait plus ou moins. Qu'à un moment, ça avance. Par contre, ce qui était complexe, c'est de se trouver. Parce que t'as pas forcément le même feeling, t'as pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes choses. Et là, c'est vraiment de la complexité. Faut que tu aies un alignement des planètes presque qui soit en phase avec le mec en face. Tu vois, c'est comme t'as dit, en fait, c'est beaucoup l'humain. Faut qu'il y ait un feeling. Faut pas qu'il y ait juste une compétence. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils disent, moi, mon projet, je vais le faire sur du React. Donc, je cherche un CTO qui fait du React. Ouais, mais non. C'est comme un mariage, hein. Si tu regardes que l'apparence et tu regardes pas ce qu'il y a au fond, peut-être ton mariage va durer très longtemps. Il faut vraiment, avant de se lancer sur, on va dire, ce terrain-là, il faut vraiment se renseigner sur l'humain de la personne, en fait, le CTO ou le développeur que vous prenez. Parce que il y a quand même, moi, de mon expérience, quand j'étais en grand groupe, il y a un gros, on va dire, un gros vide entre les commerciaux ou les managers et les développeurs. On se comprenne pas, on s'est jamais compris. Parce que chacun, en fait, il est dans sa case, il fait son truc, mais personne ne comprenait les développeurs, personne ne comprenait peut-être la situation des managers quand ils ont des deadlines, des produits à livrer. Et donc, si quelqu'un il cherche un CTO ou un développeur, il faut qu'il soit franc sur tous les points. S'il peut pas le payer, il dit je peux pas te payer. S'il peut le payer, il lui propose une rémunération. S'il peut lui donner des pourcentages, il lui donne des pourcentages. Il faut vraiment mettre tout sur table, en fait, et être transparent au maximum. Merci Zach, merci Nassim d'avoir partagé avec nous ce retour d'expérience qui nous éclaire vraiment sur l'importance de prendre son temps pour choisir la bonne personne avec qui s'associer. Pour terminer cet épisode, j'ai maintenant rendez-vous avec Bérangère afin de vous apporter un dernier éclairage pratique sur cette thématique. Alors dis-moi Bérangère, quelle est ta première recommandation aux entrepreneurs qui viennent frapper à la porte du BIC de Montpellier ? Ce que je vais conseiller en premier à un porteur de projet qui arrive seul, et ça fait partie d'ailleurs de nos critères de sélection de projet, c'est de monter son équipe projet. Et c'est pas une équipe de prestataires, de salariés, c'est vraiment des gens qui vont porter le projet avec lui. Pourquoi c'est d'autant plus important pour une start-up que pour une entreprise lambda ? Alors, mon avis, c'est que c'est important pour toutes les entreprises. Mais dans le cas d'une start-up où il y a beaucoup d'interrogations, où l'entrepreneur va vivre vraiment des montagnes russes émotionnelles, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on n'est pas là pour envoyer les gens dans le mur. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est un facteur d'échec du projet. Le fait que l'entrepreneur est seul et que, il y a un moment, il n'y arrive pas. Même si on pouvait imaginer qu'une même personne ait toutes les compétences pour le projet, il peut pas tout faire et dans une start-up, il y a énormément à faire. Après, un autre problème qu'il y a, c'est que vis-à-vis des financeurs, un entrepreneur solo, c'est vraiment un facteur de risque trop important pour leur investissement dans le projet. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Si l'entrepreneur a une défaillance, se casse la jambe ou quoi, il n'y a plus rien qui avance. Alors bien sûr, les entrepreneurs peuvent se dire oui, mais je vais salarier des gens qui vont vraiment bien me seconder, etc. Sauf qu'un salarié, ça peut s'en aller. Alors qu'un associé qui est là dès le début du projet, qui a mouillé sa chemise avec l'entrepreneur, il aura moins tendance à partir du jour au lendemain. Mais la désassociation, ça existe aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Comment tu accompagnes les associés pour que l'aventure ne se déroule pas tout à fait comme prévu ? Oui, les mauvaises associations, ça existe. Alors déjà, premièrement, pour les éviter, souvent on a tendance, et c'est vrai que c'est l'idéal, à chercher, quand on cherche un associé, une personne qui soit avec des compétences complémentaires. Donc quelqu'un plutôt technique va chercher quelqu'un qui a des compétences plutôt commerciales, etc. Et c'est vrai que c'est l'idéal. Mais d'un autre côté, parfois, c'est un peu la quadrature. Il faut trouver quelqu'un motivé par l'entrepreneuriat, motivé par le projet, qui a des compétences complémentaires, qui soit disponible, qui ait les ressources financières nécessaires, parce que
que qui dit association dit aussi je ne vais pas toucher de salaire pendant un certain temps. C'est ça la prise de risque que prend l'associé. Moi, ce que je conseille quand même souvent, c'est trouver quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler, qui est motivé pour le projet. Pour moi, c'est le premier critère. Et après, les compétences, ça s'acquiert. Moi, j'ai vu des gens très techniques devenir très commercial parce que le projet le nécessitait, que l'équipe s'est dessinée comme ça au cours du temps. Voilà. Après, effectivement, la mésassociation, la mauvaise association, c'est un risque, très clairement. Et donc, ce que je conseille, c'est de le prévoir dès le début. Il ne faut pas attendre. Et donc là, il y a un outil, c'est le pacte d'associés, qui doit prévoir tous les cas possibles, qui doit prévoir la sortie d'un associé avec qui ça se passe pas bien, ou qui a plus envie, ou qui a envie de faire autre chose depuis un moment. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et donc ça se prévoit dans un pacte d'associés. Et je conseille très très fortement aux entrepreneurs de signer ce pacte d'associés avant le démarrage du projet, avant la création d'entreprise. Parce qu'après, on est vraiment dans un ronron et on recommence à se dire tiens, on aurait dû signer le pacte d'associés au moment où il y a déjà un problème en fait. Et on se dit ah oui, mais en fait, on se rend compte qu'on n'était pas d'accord parce qu'on n'a pas mis les choses à plat. Mais en fait, c'est trop tard. C'est pas quand on commence à y avoir des frictions dans l'équipe qu'il faut se mettre à rédiger un pacte d'associés de 15 pages pour éviter que le projet vole en éclats avec un problème d'équipe. Ça se prévoit avec un pacte d'associés. C'est de l'argent, je sais pas, c'est quelques milliers d'euros, c'est du temps, mais c'est essentiel. Il est déjà temps de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser un commentaire sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du BIC de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour le BIC de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Réalisation Paul Angèle, mixage Bastien Nicolaï.